Vous l'avez aimé mardi, il revient ce soir, c'est notre série de la semaine. Il nous conte son histoire de la photographie expérimentale. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Marc Lenot. Merci. Bonsoir Marc. Merci. Merci. Bonsoir. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là avant-hier soir, donc j'ai commencé à présenter une partie de mes recherches sur la photographie expérimentale. Qu'est-ce que c'est et comment ça peut se définir? Est-ce que je peux avoir la première image? Merci. Donc, en rappel de ce qu'on a fait mardi soir, je vais juste vous montrer ici. Mardi, on a beaucoup parlé des photogrammes, des photographies qui se font sans appareil. Et juste un rappel de cela, je voulais vous montrer cette photographie de Hugo Moulas, qui date de 1972, c'est-à-dire juste avant sa mort, et qui est un photogramme de ses mains, l'une négative, l'autre positive. Qu'est-ce que c'est que la photographie expérimentale? C'est un domaine qui est relativement délaissé, qui est un domaine qui apparaît assez peu dans les histoires de la photographie. Et ce que j'ai voulu faire, ça a été à la fois de chercher des photographes qui, me semblait-il, faisaient ce type de travail, et de l'autre côté, de tenter de le définir, alors que c'est relativement peu défini. Donc je ne vais pas vous ennuyer avec beaucoup de théories, juste dire deux mots sur comment je suis arrivé à cette réflexion. Cet homme-là, c'est Willem Flusser. Willem Flusser, c'est un philosophe brésilien d'origine tchèque qui est parti au Brésil quand le nazisme est arrivé à Prague et qui est mort en 1991, qui vivait en France à l'époque. C'est un philosophe qui a touché à beaucoup de choses, à la communication, à l'épistémologie, à beaucoup de choses, mais qui a aussi travaillé sur la photographie et qui a défini, d'un point de vue philosophique et non pas pratique, la photographie comme étant un système, un dispositif. Lui utilise le mot apparatus, un ensemble de règles, de programmes définis par des raisons politiques, sociales, techniques, économiques, qui font que ces règles-là s'imposent aux photographes, que les photographes font des photographies à l'intérieur de ce programme. Et, dit-il en conclusion de son petit livre traduit en français, il a relativement peu de livres en français, mais ça c'en est un, pour une philosophie de la photographie, en conclusion il dit « Mais il existe quelques photographes qui ne respectent pas ces règles-là, et ces photographes-là, nous pouvons les appeler des photographes expérimentaux. » Il n'est pas beaucoup plus loquace là-dessus, mais je suis parti de cette logique-là de ne pas respecter les règles. Et donc ce soir, je vais vous montrer un certain nombre de photographes qui ne respectent pas les bonnes règles de la photographie, qui jouent avec ces règles-là, qui jouent avec la lumière, qui jouent avec le temps, qui jouent avec la chimie, qui jouent avec le tirage. Commençons par jouer avec la lumière. La dernière image que je vous montrais mardi soir était celle-ci, comme apéritif pour aujourd'hui. C'est une photographie italienne qui habite à Paris, qui s'appelle Rosella Bellusci, et qui fait des photographies extraordinairement blanches, totalement saturées de lumière. Et il faut réellement passer un moment devant la photographie, non pas tellement devant un écran, mais devant le tirage lui-même. Il faut passer un moment devant l'écran pour que l'image en ressorte et apparaisse à nos yeux. Donc là, on est dans un extrême de la photographie la plus blanche possible. D'autres photographes font des photographies extrêmement noires. Je ne vous en montrerai pas ce soir parce que ici, on ne verrait rien. Autre règle en matière de lumière, je pense, je ne suis pas photographe, beaucoup d'entre vous l'êtes, ne jamais regarder directement le soleil, ne jamais photographier directement le soleil. Voici le travail d'un Américain, d'un Californien, qui s'appelle Chris McCaw, et qui photographie le soleil. Photographier le soleil? Oui, là, il est au nord du cercle polaire, il est en Alaska, et il a une machine assez compliquée pour photographier. Il change les plaques photographiques toutes les 2 heures ou 3 heures, je ne sais pas. Et donc là, vous voyez la courbe du soleil qui monte et qui descend pendant la journée polaire. Et comme vous pouvez le voir en bas ici, c'est non seulement une image, le soleil ne se contente pas d'imprimer photographiquement le papier, mais par moments, il le brûle. Et donc, par moments, ce papier est réellement brûlé. Donc là, vous avez une photographie et en même temps, vous avez un témoignage, un indice direct
de ce que peut être le pouvoir de la lumière sur la photographie. Deuxième paramètre avec lequel on peut jouer, le temps. Depuis 1890 à peu près, on sait faire des photos instantanées. La photographie, c'est un instantané, ça dure, on la prend en très peu de temps, en quelques fractions de secondes, dans un moment décisif. Et donc, c'est en général ainsi qu'on photographie. Je vais vous montrer quelques photographes qui ne respectent pas cette règle-là. Martin van Volsen, qui est un photographe belge, utilise une technique qui s'appelle le photo-finish. Le photo-finish était utilisé pour départager les coureurs à l'arrivée d'une course ou les chevaux à l'arrivée d'une course. Ça consiste au fait qu'à l'intérieur même de l'appareil photo, le film bouge, le film se déroule. Donc, Van Volsen et d'autres, Bailly-Maître Grand fait ça, d'autres font cela, fait dérouler son film à l'intérieur de son appareil et se déplace dans un bâtiment. Là, il est dans un bâtiment à Bruges, donc il se déplace dans le bâtiment. Ce n'est pas une caméra, ce n'est pas un film au sens cinématographique, c'est une photographie, mais la partie la plus à gauche de la photo et la partie la plus à droite de la photo ont été prises à 2 ou 3 minutes d'intervalle, le temps que le film se déroule. Donc vous avez là un petit peu la négation du travail de Muybridge, disons, et au contraire, le fait que sur une seule photographie, qui fait 3 mètres de long, 4 mètres de long, sur une seule photographie, vous avez un temps qui s'inscrit. Autre exemple de photographe qui joue avec le temps, ça c'était avant Donald Trump, mais il y avait des migrants qui passaient la frontière clandestinement entre le Mexique et les États-Unis. Et pour dénoncer ces migrants, il y avait des gens qu'on appelait des vigilantes qui cachaient des caméras à déclenchement automatique derrière des pierres, derrière des arbres à la frontière. Et chaque fois qu'un migrant traversait la frontière, la caméra se déclenchait, prenait un film de ce migrant, le montrant courant sur la bande de sable frontalière. Et ensuite, ces photos étaient postées sur Internet pour dire « Regardez comme on est envahi », etc. Elles sont disponibles, on peut en trouver sur Internet. L'artiste équatorienne qui vit à Paris depuis 15 ans, 20 ans, Estefania Peñafiel, a récupéré certaines de ses vidéos et, les projetant sur un écran ou sur le mur de son studio, a simplement laissé son appareil photo ouvert pendant les 5 secondes, les 10 secondes, les 20 secondes que dure la course du migrant. Donc, ce que vous voyez ici, ce qui est fixe est fixe. Vous voyez le rocher qui cache la caméra, vous voyez les arbres qui n'ont pas trop bougé pendant ces 10 secondes. Par contre, l'homme qui court, on ne le voit plus, il disparaît dans cette image-là. On revient à la photographie de Daguerre, où les personnages qui bougent disparaissent. On devine à peine, peut-être une ombre, peut-être quelque chose de fugace. Et bien évidemment, c'est non seulement un travail photographique, c'est aussi un travail politique. La vidéo était là pour dénoncer le migrant illégal, la photographie est là pour le cacher, pour le protéger, pour l'abriter. Toujours jouant avec le temps, ce photographe que personnellement je trouve extraordinaire, qui est un Allemand, qui s'appelle Michael Wesely, qui vit à Berlin. Et Wesely fait des photographies qui durent le temps de l'événement qu'il photographie. S'il photographie un match de foot, sa photographie dure 90 minutes, plus la mi-temps. Donc il ouvre son appareil photo au début du match de foot, il le ferme à la fin du match de foot. Résultat, on ne voit pas les joueurs qui courent trop vite et on devine les spectateurs. Donc il l'a fait pour des durées relativement courtes. Cette photographie a duré un peu plus de 2 ans et 4 mois. Il a ouvert son objectif le 5 avril 1997 et il l'a fermé le 3 juin 1999. Pendant tout ce temps-là, la lumière a impressionné le film. Évidemment, ce sont des caméras un peu spéciales, évidemment, ce sont des films un peu spéciaux. La scène qu'on voit là est la Potsdamer Platz, entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. On y construit des bâtiments, on y construisait des bâtiments, maintenant c'est dense, et donc on voit la manière dont les bâtiments sont construits, on voit cette espèce de légèreté, de fluidité du bâtiment, et par contre, regardez le ciel, regardez comment le soleil, pendant 2 ans,
2 ans et 4 mois à impressionner la pellicule, on a l'impression de traîner solide dans le ciel. Et Vesely, de ce point de vue-là, a un rapport à l'image, un rapport au temps que je trouve personnellement extrêmement impressionnant, extrêmement extraordinaire, parce qu'il est capable de condenser dans une seule image un événement qui a duré longtemps. C'est le contraire du cinéma, si vous voulez. C'est lui qu'il faut applaudir, c'est pas moi. Moi, j'en parle, c'est tout. Troisième volet. Toujours du jeu avec les paramètres. Quand vous, photographe, vous voulez tirer une photographie, vous choisissez un papier d'extrêmement bonne qualité. La photographe américaine Alison Rossiter, que vous avez peut-être vue pour les fidèles d'Arles au prix Découverte il y a 4 ans, je crois, 5 ans, enfin il y a quelques années. Elle était au prix Découverte, qu'elle n'a pas gagné, mais son travail était présenté. Alison Rossiter ne travaille qu'avec des papiers photographiques totalement périmés. Celui-ci est périmé depuis 1945. Elle a travaillé avec un papier périmé en 1900. Ces papiers ont été gardés pendant tout ce temps-là dans des boîtes. Évidemment, les boîtes ne sont pas tout à fait étanches. Donc, évidemment, il y a un peu de lumière qui a pu passer à l'intérieur. Et évidemment, il y a éventuellement un photographe, un opérateur, qui, dans la chambre noire, a tiré le papier, puis l'a remis, a laissé ses traces, ses empreintes digitales, des traces de gras. On a éventuellement écrit sur la boîte. Et puis, les éléments chimiques du papier se sont évidemment détériorés en 50 ans ou 90 ans. Et donc, Alison Rossiter ne fait pas de photographie. Elle ne prend pas de photographie. Ceci n'est pas un paysage. Elle prend le papier et elle le révèle. C'est tout. C'est tout. Rien de plus. Donc ce que nous avons là ne représente rien. J'en ai choisi un qui pouvait induire en erreur parce qu'on pourrait croire que c'est un lac romantique. Pas du tout. C'est juste le révélateur et le fixateur sur le papier qui ont fait ça. Donc voilà typiquement quelqu'un qui détourne à sa manière la création d'un objet photographique. De la même manière, toujours jouant avec les paramètres chimiques, vous connaissez peut-être Pierre Cordier, qui est un franco-belge, et qui est le pape, l'inventeur, en tout cas le développeur du chimigramme. Qu'est-ce qu'un chimigramme? C'est simplement une feuille de papier sensible sur laquelle Cordier fait différentes choses plutôt alchimiques. Différentes choses, ça peut être du liquide de vaisselle, ça peut être du jus de tomate, enfin, il met différents produits, et il a trouvé du vernis à ongles, et il a trouvé différentes recettes chimiques pour faire apparaître des formes sur le papier. Donc là non plus, nous n'avons pas une image de la réalité, nous n'avons pas une image du monde, nous ne voyons rien qui a été photographié. Ça s'appelle un dédalogramme parce que ça ressemble à un dédale. Et évidemment, ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça n'est pas du tout une image parfaite. Vous voyez toutes ces petites irrégularités qui sont des grains de poussière ou un petit coup de vent, ou je ne sais pas. Et Cordier fait ces images-là qui ont une beauté abstraite absolument extraordinaire, qui sont des photographies, puisqu'il y a du papier photographique et il y a de la lumière, mais qui ne sont pas des photographies documentaires, des photographies habituelles, ni vernaculaires d'ailleurs. Autre exemple, plutôt lié à la physique, à l'électricité qu'à la chimie, celui-là, mais on reste toujours dans ce jeu avec les paramètres. Zut. Merci. Denis Bernard, j'allais dire Bertrand. Denis Bernard, qui est un Français, joue avec l'électricité. C'est-à-dire que dans la chambre noire, avec un bâton en plastique, quelque chose comme ça, il le frotte entre ses mains jusqu'à ce que l'électricité statique commence à se développer. Et au moment où il sent qu'elle va exploser, elle va sortir, il le jette, il le pose sur le papier. Donc ce que nous voyons là, et donc il y a des étincelles, ce que nous voyons là, c'est une photo qui se génère elle-même, puisque la source de lumière est en même temps l'objet photographié. Le bâton de plastique qui crée des étincelles est aussi celui qui éclaire le papier pour donner cette image-là, qui est une image pas nécessairement abstraite, ça montre les étincelles, mais qui est une image totalement créée, totalement introvertie. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire au moment du tirage? En général, quand vous faites des tirages, vous essayez de les faire de manière pérenne. Tous les débuts de la photographie au début du 19e ont été de comment est-ce qu'on peut garder une image, non pas seulement l'obtenir, mais ensuite la conserver, Niepce, etc. Et il y a aujourd'hui des photographes
qui délibérément font des images qui ne sont pas pérennes, qui ne vont pas durer, qui vont disparaître avec le temps. Cette photographe colombienne qui habite à Paris, Indira Tatiana Cruz, fait des photos. C'est une photo dans un immeuble délabré, où le mur, l'image elle-même, le mur est en très mauvais état. Et elle a tiré cette photo sur du papier de riz en ayant délibérément une technique qui fait que cette image va disparaître. Et petit à petit, elle disparaît. Je peux vous le dire, je l'ai acheté cette photo. Et je la vois disparaître, je vois ce qu'elle est en train de devenir. Petit à petit, elle se noircit, des petits bouts de papier tombent. Donc voilà typiquement une démarche anti-photographique, dirait-on, ou en tout cas anti-conservation, anti-collection. Dernier exemple de photographe qui joue avec la pérennité de l'image, c'est un couple anglais qui s'appelle Ackroyd et Harvey. Les couples sont mariés, ils ont une petite fille qui est celle-là. Et ils tirent leurs photos sur de l'herbe. Ce que vous voyez là, c'est de l'herbe. Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quelle herbe, c'est une herbe qui a été conçue par un laboratoire d'agronomie. Mais ce que vous voyez là, c'est de la photosynthèse de l'herbe. Donc, ils projettent un négatif standard sur une surface herbacée et ils obtiennent ce type de photo-là qui dure, qui petit à petit évidemment disparaît, mais qui dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, il dure quand même pas mal de temps avant que l'image s'efface complètement. Il faut l'entretenir un peu, mais avant qu'elle s'efface complètement, voilà le genre d'image qui, de nouveau, n'est absolument pas pérenne, qui est faite à l'encontre des bonnes règles de la photographie. Donc je vous ai parlé de photographes qui jouent avec la lumière, contre la lumière, qui jouent avec le temps, qui jouent avec la chimie, qui jouent avec le tirage. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse avec cette chose, cette femme rouge qui apparaît, qui disparaît, que vous reverrez samedi avec moi, samedi soir avec moi, juste pour vous dire, ceci n'est pas un film. Ceci n'est pas du cinéma. Je vous remercie. Marc Leno. Merci, Marc. Juste un mot pour conclure. Alors, ce travail-là est le résultat de recherche pendant quelques années. J'ai donc écrit un livre qui est disponible ici ou là. Et en particulier, si ça vous intéresse, il y a une signature samedi à 15h à Cosmos. Merci beaucoup. Édition photosynthèse, jouer contre les appareils. Voilà, merci beaucoup. Merci Marc. On le retrouve samedi pour le 3e épisode de Jouer contre les appareils. Si vous voulez savoir jusqu'où il est capable de repousser les frontières de la photographie.